Bonsoir. Vous connaissez les anguilles, des poissons qui vivent dans nos rivières depuis des millions d'années. Et comme on atteste leur présence dans de nombreuses peintures très anciennes, l'anguille fait partie de notre patrimoine culturel et gastronomique européen et mondial. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'anguille est cousine d'espèces de poissons abyssaux. Des poissons aux grandes gueules, yeux assez protubérants, qui se sont en fait établis dans nos rivières. Alors je vous avoue que si ils avaient pu emmener quelques cousins avec eux dans nos rivières, il est probable que je serais en train de pêcher dans la Meuse pour le moment pour essayer d'attraper ces créatures. Alors, comme leurs cousins abyssaux, en fait, les anguilles prennent naissance dans les abysses. Elles naissent dans la mer des Sargasses en plein milieu de l'océan Atlantique. Les larves vont se développer tout en migrant, en dérivant vers les côtes européennes. Elles vont s'installer là pendant des années et puis, au bout d'un certain temps, elles vont repartir en mer. Une migration de 6000 km pour se reproduire et mourir pour recommencer le cycle. Le cycle de vie des anguilles est assez complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des phases océaniques larvaires, des phases adultes, jaunes, argentées, qui se font dans nos rivières. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'entre ces différentes phases, il y a des métamorphoses. Ce sont des changements physiologiques et morphologiques importants que subissent ces anguilles pour s'adapter. Tout allait très très bien pour les anguilles, jusque dans les années 60, 70. À ce moment, les populations d'anguilles ont commencé à chuter. Et le nombre d'anguilles qui revenaient, les jeunes anguilles qui revenaient vers nos côtes, ont commencé à décroître très très rapidement. C'est une échelle logarithmique, donc regardez les chiffres. En une trentaine, quarantaine d'années, on a perdu 99% des anguilles qui revenaient vers nos rivières. Les causes, plusieurs hypothèses ont été avancées. S'agissait-il d'un changement dans les courants océaniques, de la surpêche, de la présence de polluants qui sont abondants, la construction de barrages qui empêchait aussi la migration? Beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'expériences et toujours pas de solution. Et les populations d'anguilles tombent toujours. Autre environnement, autre espèce, le chercheur universitaire, une espèce très intéressante qui vit près de chez vous et qui est aussi une partie intégrante de la culture, comme vous l'attestez, cette vieille peinture qui représente Isaac Newton à l'affût de la chute d'une pomme qui allait changer la face du monde. Le cycle de vie du chercheur scientifique est aussi très intéressant, il s'est apparenté à celui de l'anguille. Une longue phase prélarvaire, environ 17 ans, un passage à l'université avec une sélection assez rude, un doctorat, une migration transatlantique, souvent, pour aller acquérir des connaissances de l'autre côté du monde, un postdoc, et alors un miracle, une transformation spontanée pédagogique du chercheur en professeur, et s'il y a encore un peu d'énergie, un peu de reproduction, si c'est possible. Depuis des décennies, le système ne fonctionne plus très bien. Il y a un effet d'entonnoir qui affecte l'ensemble du cycle. Et à chaque passage, on a de moins en moins de candidats. 120 000 enfants en Belgique par an, très peu arrivent à ce stade merveilleux qui est celui du professeur. Et donc, les chercheurs scientifiques, comme moi, se demandent maintenant si nous ne sommes pas une nouvelle espèce en voie de disparition. Un phénomène qui nous inquiète très très fort, on se sent évidemment tout à fait concerné. Alors, évidemment, vous avez dit les causes, ben, on ne connaît pas pour l'anguille, mais pour les scientifiques, ça dure un peu plus de 20 secondes. Ah voilà, on connaît un peu les causes. Deux causes importantes. Un, financière. Crise pétrolière de 1970, des crises financières à répétition durant la dernière décennie. Tout ça a mis à mal le financement de la recherche scientifique, dont les coûts ne cessent d'augmenter. Deuxième facteur, un problème d'image du chercheur. On entend parler, le réseau Cité s'en inquiète beaucoup. Le chercheur est souvent vu comme un personnage égocentrique qui ne s'intéresse qu'à ses propres objectifs, au mépris même des intérêts de la société, comme le docteur Frankenstein qui fait une nouvelle métamorphose, c'est un peu le mot-clé de la soirée, la métamorphose du mort en vivant. Alors, face à ce constat d'image, le réseau Cité, les universités, les pouvoirs publics se sont dit on va changer l'image des chercheurs, il faut absolument faire quelque chose. Et donc on a mis en place, et moi j'ai été très actif là-dedans, on a fait du théâtre, on a fait beaucoup de choses pour essayer de changer l'image des chercheurs. Et effectivement, ça marche super bien. Les enfants, ils adorent. Ils adorent et ils endossent facilement le costume du scientifique, vous voyez, ici. Tout va très bien, il se trouve que la science c'est vraiment fun et ils s'amusent, mais il y a un moment dans leur vie, à tout à coup vers 17-18 ans, lorsque la métamorphose doit se faire, eh bien ça se fait pas bien. Il y a un changement de physique et de comportement qui fait qu'il n'a plus envie de s'amuser, il a envie d'un job, un bon job. Et le chercheur, c'est pas ça. Et
Je voudrais vous proposer ce soir une nouvelle formule qui va allier à la fois, qui va résoudre le problème du financement, mais aussi de l'image du scientifique, c'est le crowdfunding. Le crowdfunding, vous le connaissez peut-être, c'est ce financement participatif qui permet de financer par le citoyen des projets culturels, des projets de start-up. Eh bien, le crowdfunding pourrait être une solution qui permettrait de résoudre tout ça. Un exemple. Deux chercheurs, le premier, il veut créer une production d'énergie avec des cuves fissurées, très très populaire. Un autre qui veut faire plutôt de l'éolien, du vent et de faire de l'énergie. En soumettant ces deux projets au financement aux citoyens, les citoyens pourraient décider là où ils veulent mettre l'argent et orienter par ce biais la recherche scientifique du pays. Pour ce qui est de la vulgarisation scientifique, rentrer dans un processus de financement participatif oblige le chercheur à communiquer sur tous les aspects de sa science. Non pas seulement les résultats, mais la procédure, la stratégie, les risques sociétaux, les bénéfices. Et cela change vraiment la relation qu'il y a entre le citoyen et les chercheurs. Enfin, on l'a entendu, financer un projet de recherche dépend essentiellement non pas du projet, mais du passé du chercheur. Et donc, souvent, des grands dinosaures ont tendance à absorber tous les budgets dans la recherche scientifique. Et les jeunes chercheurs qui ont des projets innovants, eh bien, ils ne peuvent pas les financer. Hop, voilà. Donc, j'espère qu'avec ces quelques diapositives, je vous ai convaincu que le financement participatif, ça permet à la fois de remplir les questions de financement, mais aussi d'image de chercheurs et aussi permettre aux chercheurs quelque chose de très important, c'est de se sentir que son projet, il est pour les citoyens et avec les citoyens. Alors, je vous ai parlé des anguilles, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des anguilles? En fait, effectivement, je vous ai fait des analogies entre chercheurs et anguilles, mais je vous en ferai une autre un peu plus sérieuse qui me concerne plus personnellement, c'est que j'ai l'ambition de sauver les anguilles. Et pour cela, j'ai lancé un projet de crowdfunding qui est ouvert à la participation citoyenne. Donc, si vous voulez sauver les anguilles et mon laboratoire, je vous invite à participer. Je vous remercie pour votre attention.